Je regarde cette vidéo depuis Istanbul, Turquie. Si cette histoire vous intrigue, je vous invite à vous abonner pour découvrir d'autres récits inédits de services extraordinaires et des héros qui vivent parmi nous, sans jamais demander la reconnaissance qu'ils méritent. L'aube se lève sur un stand de tir civil isolé dans le Maine côtier. Le brouillard s'accroche aux cibles alors que les tireurs commencent à arriver. Parmi eux, une femme d'une trentaine d'années, d'apparence tout à fait banale. Elle porte un jean délavé, une veste grise ordinaire et une casquette de baseball enfoncée sur les yeux. Rien en elle n'attire l'attention lorsqu'elle se dirige calmement vers la voie la plus éloignée, portant une mallette longue qui pourrait contenir aussi bien un appareil photo spécialisé qu'un instrument de musique. Frank Holden, l'officier de sécurité du stand, sirote son café matinal et observe à travers la vitre de sa petite cabine. 22 ans dans la marine, suivi d'une décennie à gérer ce stand, lui ont donné un flair pour jauger les gens. La plupart des tireurs, il peut les classer immédiatement. Des chasseurs ajustant leurs fusils pour la saison, des compétiteurs avec leur matériel spécialisé, des amateurs jouant les tacticiens le week-end ou encore des agents des forces de l'ordre venus s'entraîner. Cette femme, elle, ne rentre dans aucune catégorie. L'aube se lève sur un stand de tir civil isolé dans le Maine côtier. Le brouillard s'accroche aux cibles alors que les tireurs arrivent. Parmi eux, une femme d'une trentaine d'années, d'apparence banale. Elle porte un jean délavé, une veste grise et une casquette enfoncée. Elle s'installe dans la voie la plus éloignée, assemble méthodiquement son fusil avec des gestes qui trahissent des années d'expérience. Frank, un ancien policier à la retraite devenu officier de sécurité, l'observe depuis sa cabine. Ses premiers tirs touchent le centre de la cible avec une précision déconcertante. Puis, sans ajuster sa lunette, elle passe à des cibles à des distances de plus en plus impossibles. Frank remarque sa technique de respiration. Une inspiration contrôlée sur 4 temps, une pause stable, une expiration détendue au moment de presser la détente. Plus révélateur encore, elle ajuste pour le vent sans équipement, détectant des changements qu'un chasseur expérimenté ne percevrait pas. Un client nerveux s'approche de Frank. Cette femme, là-bas, quelque chose cloche. Elle atteint des cibles qui ne devraient pas être possibles avec son équipement, et elle n'a pas de badge d'identification. 20 minutes plus tard, 2 policiers locaux arrivent. Ils s'approchent prudemment, main près de leurs holsters. « Madame, nous devons voir une pièce d'identité et votre permis pour cette arme, » dit l'officier senior. La femme se retourne calmement, main visible. « Y a-t-il un problème, officier? Pièce d'identité et permis, s'il vous plaît. » Son visage ne trahit rien lorsqu'elle répond. « Je ne les ai pas sur moi. » Une fouille révèle ni portefeuille ni téléphone, juste une carte-clé sans marque distinctive et un carnet avec ce qui semble être des coordonnées. « Vous allez devoir nous suivre, madame. » Elle ne résiste pas lorsqu'on lui passe les menottes, sans protester, sans explication, avec une docilité qui, curieusement, trouble les officiers plus que ne l'aurait fait une résistance. En l'escortant vers la voiture de police, Frank remarque quelque chose de frappant. Ses yeux balaient constamment la lisière des arbres, la route, la chaîne de montagnes au loin, comme si elle calculait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Le bureau du shérif de Coastal Harbor est petit. 3 cellules, une zone de réservation et des bureaux pour le shérif et 2 détectives. La femme reste silencieuse pendant le traitement, ne résistant pas à la prise d'empreinte, mais ne fournissant aucune information. « Non ?» demande l'officier. Silence. « Adresse ? Rien. Vous savez que refuser de s'identifier est un délit, n'est-ce pas? » Elle croise son regard avec des yeux calmes et stables, mais ne dit rien. Le détective Marcus Wells prend le relais, essayant diverses techniques d'interrogatoire. Conversation amicale, menace implicite de poursuite fédérale, promesse d'avantage pour une coopération. Elle répond à chaque approche par un silence respectueux. « On a une vraie femme mystère », plaisante un adjoint. « Peut-être une espionne russe. » Les autres rient. Lorsqu'elle est seule dans sa cellule, son comportement change subtilement. Elle examine la pièce avec une précision mesurée, notant les positions des caméras, identifiant les angles morts, chronométrant les rotations des gardes. Par la fenêtre de sa cellule, elle étudie soigneusement la disposition du bâtiment, repérant les sorties de secours
Et les protocoles de sécurité? Les empreintes ne donnent rien, dit Wells au shérif. Rien dans les bases locales ou nationales. Essayez au niveau fédéral, suggère le shérif. Système en panne, selon le technicien. On réessayera demain. Un officier débutant lui apporte de l'eau. En acceptant le gobelet, sa manche remonte légèrement, révélant une petite cicatrice distinctive au poignet, du type laissé par des exercices d'entraînement spécialisés impliquant des descentes en rappel depuis des hélicoptères. « Jolie cicatrice », commente l'officier. « Accident d'escalade », répond-elle, ses premiers mots en heure. L'avocat commis d'office arrive en fin d'après-midi, débordé, surmené, agacé. « Vous rendez ça bien plus compliqué que nécessaire », lui dit-il après 20 minutes sans avancer. Il parle maintenant de menaces terroristes. L'arme que vous aviez n'est enregistrée nulle part. Alors qu'on la prépare pour l'audience du lendemain matin, Wells remarque quelque chose d'étrange. Malgré les accusations graves, malgré la combinaison orange et les menottes, elle dégage un calme inébranlable. Pas la défiance d'un criminel endurci, ni la peur de quelqu'un en difficulté, mais la patience de quelqu'un qui sait quelque chose que les autres ignorent. En l'escortant vers le fourgon du tribunal, elle jette un bref regard vers le port, où un navire naval est visible au loin. Pendant un instant, un infime changement traverse son expression. Le tribunal de Coastal Harbor date de 1887 avec ses bancs en bois et ses balustrades ornées, évoquant une époque plus simple. Aujourd'hui, il est bondé au-delà de sa capacité. Des locaux curieux, des reporters des journaux de Portland et, de manière inhabituelle, plusieurs hommes en costume sombre positionnés stratégiquement dans la salle. La juge Eleanor Harmon semble irritée en consultant l'ordre du jour. À la table de la défense, la femme est assise calmement à côté de son avocat public frustré. « Votre honneur, je voudrais demander un report », dit l'avocat. « Ma cliente n'a pas coopéré et je n'ai pas pu préparer adéquatement. » Depuis la galerie, un homme en costume se lève. « Votre honneur, je suis l'agent spécial Thomas de la Sécurité intérieure. Nous demandons le transfert immédiat de la défendresse en détention fédérale en attente d'une enquête sur des menaces potentielles à la sécurité nationale. » Avant que la juge ne puisse répondre, une autre voix intervient. « Le FBI a la juridiction ici, votre honneur, » dit un autre homme en costume en s'approchant. « Nous avons des raisons de croire que cela concerne une enquête en cours. » La juge frappe son marteau. « Assez! Ceci est toujours ma salle d'audience. Nous procéderons à l'audience, puis je considérerai les arguments de juridiction. » Le greffier lit les accusations. Possession d'armes à feu non enregistrées, refus de s'identifier aux forces de l'ordre, activité terroriste potentielle. La défendresse reste impassible, les yeux fixés devant elle, la posture parfaite. Le détective Wells, assis au premier rang, l'observe avec une curiosité croissante. Quelque chose chez elle ne correspond à aucun profil qu'il connaît. Ni terroriste, ni criminel, ni malade mental. « Comment la défenderesse plaide-t-elle » demande la juge Harmon. Avant que l'avocat public ne puisse répondre, les lourdes portes en chêne à l'arrière de la salle s'ouvrent. Toutes les têtes se tournent alors qu'un amiral de la marine, en uniforme de cérémonie, médaille scintillant sous les lumières fluorescentes, entre. 2 officiers l'encadrent, tout aussi formels. La salle devient silencieuse. Sans annonce ni permission, l'amiral avance directement dans l'allée centrale. Les vétérans militaires dans la salle se lèvent instinctivement au garde-à-vous. Même la juge redresse sa posture. L'amiral s'approche du banc et remet un document scellé au bailli, qui le transmet à la juge Harmon. Lorsqu'elle brise le sceau et lit, son expression passe de l'agacement à la surprise, puis à une compréhension grave. Après un long moment, elle lève les yeux. À la lumière de cette documentation du département de la Défense, toutes les accusations contre la défenderesse sont abandonnées avec effet immédiat. Cette affaire est classée comme relevant de la sécurité nationale. Elle frappe son marteau avec autorité. La cour est ajournée. La salle éclate en murmures confus alors que l'amiral s'approche de la défenderesse. Le bailli retire rapidement ses menottes. Pour la première fois, la femme parle clairement, sa voix portant une autorité malgré sa douceur. « Monsieur, je m'excuse pour le désagrément. » La réponse de l'amiral fait taire la salle. « Au contraire, commandant, la marine vous présente ses excuses. » À ce mot, « commandant », chaque militaire présent, y compris 2 baillis, plusieurs observateurs et même l'agent Thomas,
se met au garde à vous en signe de respect évident. Le détective Wells observe, stupéfait, alors que l'attitude de la femme se transforme. Ne cherchant plus à passer inaperçue, elle se tient droite, les épaules carrées, son port militaire désormais indéniable. Sans la posture intentionnelle d'ordinaire, elle commande soudain la salle aussi puissamment que l'amiral. La juge Harmon, ancien officier JAG, se lève et adresse un signe respectueux à l'amiral et à la femme. « Merci pour votre compréhension, votre honneur », dit l'amiral. Le commandant Hayes opérait sous des ordres classifiés. La situation exigeait de la discrétion. À l'extérieur du tribunal, les reporters se pressent pour obtenir des informations alors que la femme, désormais en vêtements civils fournis par les officiers de la marine, se tient aux côtés de l'amiral près d'un SUV gouvernemental noir. Le shérif Daniels s'approche, confusion et respect se disputant sur son visage. « Amiral, avec tout le respect que je vous dois, mon département mérite une explication. Nous avons traité cela comme une menace terroriste potentielle. »« Shérif, je comprends votre inquiétude, » répond l'amiral. « Le commandant Hayes est l'un de nos opérateurs spéciaux les plus décorés. Les détails de sa mission restent classifiés, mais je peux vous assurer qu'elle ne représente aucune menace pour votre communauté. Bien au contraire. » Le détective Wells s'avance. « Commandant, je vous dois des excuses. » Elle croise son regard directement, sans plus se cacher derrière un masque prudent. « Pas d'excuses nécessaires, détective. Vous faisiez votre travail. » Un homme âgé portant une casquette de la VFW s'approche prudemment. « Excusez-moi, madame. J'étais infirmière avec les Marines à tempête du désert. J'ai passé toute la matinée dans ce tribunal. Je savais qu'il y avait quelque chose de familier dans votre façon de vous tenir. » Psst. Il tend la main. « Merci pour votre service, quoi que vous fassiez. » La femme lui serre la main fermement. « Merci pour le vôtre. » L'amiral consulte sa montre. « Commandant Hayes, nous devons y aller. L'opération Silent Harbor nécessite un débriefing et Washington attend votre rapport. » Les yeux du shérif Daniels s'écarquillent. « Silent Harbor? L'opération antiterroriste qui a empêché l'attaque du port l'année dernière? » L'amiral reste vaguement professionnel. Le commandant Hayes a donné 12 ans de service exemplaire à ce pays, dont une grande partie ne sera jamais connue du public. Un reporter s'avance. « Commandant, une déclaration? »« Pas de commentaire, » répond-elle fermement. « Et j'apprécierais la confidentialité. » Alors qu'il se dirige vers le véhicule, un événement remarquable se produit. Les officiers des forces de l'ordre présents, y compris ceux qui l'ont arrêté et détenu, forment un couloir d'honneur impromptu. Les militaires parmi eux saluent alors qu'elle passe. Le détective Wells observe, comprenant enfin ce qui semblait si étrange chez elle dès le début. Elle ne cachait pas de la culpabilité. Elle était entraînée à cacher l'excellence. Le soleil couchant projette de longues ombres sur le stand de tir désormais vide. Frank vérifie les dernières voies avant de fermer. Un véhicule gouvernemental s'arrête et le commandant Hayes en descend. Son attitude est subtilement différente maintenant. Sans besoin de dissimuler ses capacités, elle se déplace avec l'efficacité fluide de quelqu'un au sommet de l'entraînement physique. « Je suis venu récupérer mon équipement », explique-t-elle. Frank acquiesce. Le shérif l'a fait renvoyer cet après-midi. Courrier spécial. Il récupère une mallette sécurisée dans le bureau. Alors qu'elle vérifie le contenu, Frank s'éclaircit la gorge. 20 ans dans la marine, sous-marin. Rien d'aussi sophistiqué que ce que vous devez faire, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose chez vous. Elle sourit légèrement. La plupart des gens voient ce qu'ils s'attendent à voir. Ce fusil, ce n'est pas du matériel standard pour qui que ce soit que je connaisse. Non, acquiesce-t-elle, ce n'est pas le cas. Elle sort le fusil, l'assemble avec une aisance exercée et s'approche de la voie la plus éloignée. Sans lunettes, elle vise une cible à peine visible dans la lumière déclinante, un tir impossible selon tous les standards. Le fusil émet à peine un son. À travers des jumelles, Frank confirme un tir parfait au centre. Elle démonte le fusil et le range soigneusement. « J'apprécie votre discrétion plus tôt. Vous auriez pu intervenir avant l'arrivée de la police. »« Je n'était pas à moi de le faire, » dit Frank. « Mais j'ai appelé quelqu'un après qu'ils vous ont emmené. Un vieux copain de la marine qui travaille au Pentagone maintenant. » Elle s'arrête, puis acquiesce avec compréhension. « Merci. Vous reviendrez ?» demande-t-il alors qu'elle retourne à son véhicule. Le commandant Hayes regarde vers le port, où les opérations navales continuent, invisibles pour la plupart des civils.
Certains d'entre nous sont toujours là, dit-elle doucement. Vous ne nous voyez simplement pas. Alors qu'elle s'éloigne, Frank rend un salut parfait aux feux arrière qui disparaissent. 2 semaines plus tard, le détective Wells est à son bureau examinant des dossiers lorsque son téléphone sonne. « Détective Wells », répond-il. « Détective, ici l'amiral Wilson. Nous nous sommes brièvement rencontrés lors de l'incident avec le commandant Hayes. » Wells se redresse. « Oui, monsieur, que puis-je faire pour vous? Je vous appelle pour vous inviter. Le commandant Hayes reçoit une distinction demain à la base navale de Norfolk. Étant donné votre implication, elle a pensé que vous souhaiteriez peut-être y assister. » Wells est surpris. « J'en serais honoré, monsieur, mais je suis confus. Je l'ai arrêté. Parfois, ceux qui nous défient le plus finissent par nous enseigner les leçons les plus précieuses, » dit l'amiral. « La cérémonie est classifiée, mais nous pouvons organiser une habilitation. » Le lendemain matin, Wells se rend à Norfolk, passant plusieurs points de contrôle de sécurité avant d'être escorté dans un petit auditorium. L'audience compte moins de 50 personnes, principalement des officiers de haut rang et des individus en civil qui se tiennent avec une allure militaire indéniable. Wells prend place au dernier rang. La cérémonie commence sans fanfare, sans presse, sans photographe. L'amiral Wilson s'approche du podium. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous honorons le commandant Alexandra Hayes pour son service exceptionnel lors de l'opération Silent Harbor. Pour des raisons de sécurité, je ne peux dire que le commandant Hayes a passé 11 mois sous couverture, identifiant et neutralisant une menace critique pour notre sécurité nationale. » Wells observe alors que le commandant Hayes s'avance dans son uniforme formel de la marine, orné de rubans et de distinctions. Elle ressemble peu à la femme banale qu'il a arrêtée au stand de tir. L'amiral poursuit. Le commandant Hayes s'est établi comme l'une de nos plus grandes expertes en antiterrorisme et guerre non conventionnelle. Après avoir terminé première de sa classe à Coronado, elle est devenue l'une des premières femmes opérateurs à se qualifier pour le Naval Special Warfare Development Group, bien que ce fait reste classifié. Wells se penche en avant, commençant à comprendre l'ampleur de la personne qu'il a menottée et traitée comme une menace potentielle. Lors de l'opération Silent Harbor, le commandant Hayes a éliminé 16 menaces confirmées tout en maintenant une couverture profonde. Ses actions ont directement empêché une attaque coordonnée sur 3 ports de la côte Est, qui aurait entraîné des pertes de vie catastrophiques. L'amiral regarde directement le commandant Hayes. Lorsque votre position a été potentiellement compromise, vous avez maintenu la sécurité opérationnelle malgré les risques personnels, même lorsque cela a conduit à votre détention par les autorités locales. Wells ressent une bouffée d'embarras, mais il remarque que le commandant Hayes lui adresse un signe respectueux, sans colère ni ressentiment dans son expression. Après la cérémonie, Wells s'approche prudemment. « Commandant Hayes, félicitations pour votre distinction. »« Merci d'être venu, détective, » dit-elle en lui tendant la main. « Je veux m'excuser encore pour ce qui s'est passé. Pas besoin. Vous faisiez exactement ce que vous deviez faire avec les informations que vous aviez, » répond-elle. « En fait, votre minutie était impressionnante. La plupart se seraient contentés d'un simple avertissement sur les règles du stand. » Wells change de position, mal à l'aise. « Si vous me permettez de demander, pourquoi était-il nécessaire d'être détenu? Vous auriez sûrement pu vous identifier en privé. » Le commandant Hayes jette un coup d'œil autour d'eux, puis l'entraîne dans un coin plus calme de la pièce. « L'opération n'était pas terminée. Mon identité de couverture devait rester intacte, même sous examen. Les individus que nous traquions avaient des contacts dans les gouvernements locaux et les forces de l'ordre le long de la côte. Si un mot avait filtré que j'avais reçu un traitement spécial ou que je m'étais identifié comme militaire, 11 mois de travail auraient été compromis. Donc, vous nous avez laissé vous arrêter? Parfois, la meilleure façon de maintenir une couverture est de s'y engager pleinement, même si c'est inconfortable, dit-elle avec l'ombre d'un sourire. De plus, je savais que l'amiral interviendrait avant que les choses n'aillent trop loin. Un autre officier s'approche, signalant qu'on a besoin d'elle ailleurs. « Ce fut un plaisir de vous revoir, détective, » dit-elle. « Continuez votre bon travail. » Alors qu'elle s'éloigne, l'amiral Wilson apparaît aux côtés de Wells.
Impressionnante, n'est-ce pas? Dit l'amiral. Oui, monsieur. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. Peu de gens l'ont fait, répond l'amiral, faisant une pause. Vous savez, détective, nous sommes toujours à la recherche de personnes avec votre attention aux détails et votre persévérance. Si vous envisagez un changement de carrière, appelez mon bureau. 6 mois plus tard, Wells se tient sur le pont d'un navire naval, regardant la côte du Maine disparaître au loin. Après 13 ans avec la police de Coastal Harbor, il a accepté un poste au Service d'investigation criminelle navale, NCIS. Sa première mission, servir de liaison entre les forces de l'ordre local et les opérations spéciales navales le long de la côte Est. Son téléphone vibre avec un message d'un numéro non répertorié. Certains d'entre nous sont toujours là. Bienvenue à bord. Wells sourit, reconnaissant les mots du commandant Hayes du stand de terre. Il sait qu'il ne la reverra probablement jamais. Les gens comme elle opèrent dans l'ombre, leur succès jamais célébré publiquement, leur sacrifice rarement reconnu. Mais maintenant, il fait partie du système qui les soutient, qui rend leur travail possible. Il aidera à s'assurer que la prochaine fois qu'une personne comme le commandant Hayes devra maintenir une couverture, des protocoles seront en place pour protéger à la fois l'opération et les autorités locales faisant leur travail. Le capitaine s'approche. Détective Wells, nous recevons des rapports d'activité inhabituelles dans un stand de tir privé près de notre prochain port. Je pensais que vous voudriez prendre les choses en main. Wells acquiesce, comprenant que son nouveau rôle commence. Oui, monsieur, je m'en occupe tout de suite. En examinant le rapport préliminaire, il remarque un détail qui le fait sourire. Une femme d'apparence banale atteignant des cibles à des distances impossibles. Certaines choses ne changent jamais. Les mois passent. Wells s'installe dans son rôle au NCIS, développant des protocoles pour identifier les opérateurs spéciaux potentiels lors de rencontres civiles. Son expérience avec le commandant Hayes devient un scénario de formation pour les départements de police le long de la côte. Puis, un soir de tempête, alors qu'il travaille tard dans son bureau, on frappe à sa porte. Là, une fois de plus en vêtements civils avec cette apparence délibérément banale, se tient le commandant Hayes. « Détective », dit-elle avec un signe de tête. « Agent, maintenant » corrige-t-il, l'invitant à entrer. « Je ne m'attendais pas à vous revoir. » Demandez pourquoi était-il nécessaire d'être détenu. Vous auriez sûrement pu vous identifier en privé. Le commandant Hayes jette un coup d'œil autour d'eux, puis l'entraîne dans un coin plus calme de la pièce. L'opération n'était pas terminée. Mon identité de couverture devait rester intacte, même sous examen. Les individus que nous traquions avaient des contacts dans les gouvernements locaux et les forces de l'ordre le long de la côte. Si un mot avait filtré que j'avais reçu un traitement spécial ou que je m'étais identifié comme militaire, 11 mois de travail auraient été compromis. Donc, vous nous avez laissé vous arrêter? Parfois, la meilleure façon de maintenir une couverture est de s'y engager pleinement, même si c'est inconfortable, dit-elle avec l'ombre d'un sourire. De plus, je savais que l'amiral interviendrait avant que les choses n'aillent trop loin. Un autre officier s'approche, signalant qu'on a besoin d'elle ailleurs. « Ce fut un plaisir de vous revoir, détective, » dit-elle. « Continuez votre bon travail. » Alors qu'elle s'éloigne, l'amiral Wilson apparaît aux côtés de Wells. « Impressionnante, n'est-ce pas? » dit l'amiral. « Oui, monsieur. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. »« Peu de gens l'ont fait, » répond l'amiral, faisant une pause. « Vous savez, détective, nous sommes toujours à la recherche de personnes avec votre attention aux détails et votre persévérance. Si vous envisagez un changement de carrière, appelez mon bureau. » 6 mois plus tard, Wells se tient sur le pont d'un navire naval, regardant la côte du Maine disparaître au loin. Après 13 ans avec la police de Coastal Harbor, il a accepté un poste au Service d'investigation criminelle navale, NCIS. Sa première mission, servir de liaison entre les forces de l'ordre local et les opérations spéciales navales le long de la côte Est. Son téléphone vibre avec un message d'un numéro non répertorié. Certains d'entre nous sont toujours là. Bienvenue à bord. Wells sourit, reconnaissant les mots du commandant Hayes du stand de tir. Il sait qu'il ne la reverra probablement jamais. Les gens comme elle opèrent dans l'ombre, leur succès jamais célébré publiquement, leur sacrifice rarement reconnu. Mais maintenant, il fait partie du système qui les soutient, qui rend leur travail possible.
Il aidera à s'assurer que la prochaine fois qu'une personne comme le commandant Hayes devra maintenir une couverture, des protocoles seront en place pour protéger à la fois l'opération et les autorités locales faisant leur travail. Le capitaine s'approche. Détective Wells, nous recevons des rapports d'activités inhabituelles dans un stand de tir privé près de notre prochain port. Je pensais que vous voudriez prendre les choses en main. Wells acquiesce, comprenant que son nouveau rôle commence. Oui, monsieur. Je m'en occupe tout de suite. En examinant le rapport préliminaire, il remarque un détail qui le fait sourire. Une femme d'apparence banale atteignant des cibles à des distances impossibles. Certaines choses ne changent jamais. Les mois passent. Wells s'installe dans son rôle au NCIS, développant des protocoles pour identifier les opérateurs spéciaux potentiels lors de rencontres civiles. Son expérience avec le commandant Hayes devient un scénario de formation pour les départements de police le long de la côte. Puis, un soir de tempête, alors qu'il travaille tard dans son bureau, on frappe à sa porte. Là, une fois de plus en vêtements civils avec cette apparence délibérément banale, se tient le commandant Hayes. « Détective », dit-elle avec un signe de tête. « Agent, maintenant », corrige-t-il, l'invitant à entrer. « Je ne m'attendais pas à vous revoir. Mais vous savez que j'aurais dit oui de toute façon. Nous faisons les choses correctement, dit-elle, même quand personne ne regarde, surtout dans ce cas. Au cours des heures suivantes, des véhicules commencent à arriver. Des SUV banalisés, une camionnette de communication déguisée en véhicule d'une compagnie de câbles, et une douzaine d'hommes et de femmes qui, comme le commandant Hayes, ont perfectionné l'art de passer inaperçus. À midi, le stand de tir s'est transformé en un centre d'opération tactique. Des cartes recouvrent les murs, des équipements de communication remplissent le bureau de Frank et les voies de tir ont été converties en zone de préparation. Wells arrive en dernier, apportant du matériel du bureau de terrain du NCIS. « Frank », salue-t-il avec une poignée de main. « Merci pour l'hébergement. »« Je ne pouvais pas dire non quand mon pays appelle, » répond Frank. De plus, le commandant Hayes a une manière d'être persuasive sans dire grand-chose. Wells sourit. C'est vrai. Le commandant Hayes réunit tout le monde pour un briefing. Pour ceux qui n'ont pas été briefés, nous avons identifié une menace potentielle à la sécurité opérant dans un rayon de 50 miles de cet endroit. Les renseignements suggèrent qu'il planifie quelque chose d'important dans les prochaines 48 heures. Elle désigne les cartes. Nous avons 3 emplacements possibles pour leur centre d'opération. Nous devons identifier le bon sans les alerter de notre présence. Wells étudie les cartes. Ce sont tous des zones civiles, 2 quartiers résidentiels et un district commercial. Nous ne pouvons pas simplement les investir. Exactement, confirme le commandant Hayes. C'est pourquoi nous avions besoin de quelqu'un avec votre expérience, Wells. Nous devons maintenir la cloison entre les opérations militaires et les forces de l'ordre domestique. L'opération se déroule méthodiquement au cours de la journée suivante. Les équipes mènent une surveillance, collectent des renseignements électroniques et observent soigneusement les cibles. Wells coordonne avec les autorités locales, établissant des histoires de couverture et des plans d'urgence sans révéler la véritable nature de l'opération. Frank observe depuis la touche, impressionné par la précision. Ces gens se déplacent différemment des soldats ou des officiers de police ordinaires, plus efficaces, plus contrôlés, communiquant avec un minimum de mots et de gestes subtils. Tard dans la nuit, une percée survient. Une équipe surveillant les communications électroniques capte des transmissions codées provenant de l'un des emplacements cibles, un entrepôt abandonné en bord de mer, appartenant sur papier à une société écran. « Nous avons du mouvement », rapporte un analyste. L'imagerie thermique montre au moins 8 individus à l'intérieur, plus ce qui semble être un stock d'armes. Le commandant Hayes étudie le flux. « Wells, c'est là que ça se complique. Nous avons une cause probable, mais cela doit passer à une opération des forces de l'ordre. » Wells acquiesce. « Je vais contacter l'équipe d'intervention tactique, mais ils auront besoin d'un briefing. Donnez-leur le minimum, ordonne-t-elle. Des opératives entraînées à l'étranger planifiant une attaque domestique. Rien sur notre unité ou les paramètres de la mission. Alors que Wells coordonne avec les autorités locales, le commandant Hayes prend Frank à part. « Nous avons besoin d'une chose de plus de votre part. Dites-le-moi, répond-il.
Quand tout ceci sera terminé, certains détails devront être oubliés. L'équipement ici, certaines des personnes que vous avez rencontrées, la nature exacte de l'opération. Frank sourit légèrement. Commandant, j'ai passé 20 ans à garder des secrets pour la marine. Certaines habitudes ne se perdent pas. Elle l'étudie un moment, puis acquiesce. C'est pourquoi nous sommes venus ici en premier. Wells a dit que vous étiez fiable. L'assaut a lieu juste avant l'aube. Les équipes tactiques locales interviennent avec des agents fédéraux, tandis que le commandant Hayes et son équipe maintiennent des positions de surveillance, prêtes à intervenir si la situation dégénère au-delà des capacités locales. Ce n'est pas le cas. L'opération se déroule sans accroc. 8 arrestations, une saisie importante d'armes et des documents de renseignement qui occuperont les analystes pendant des mois. L'histoire officielle diffusée à la presse mentionne seulement une opération conjointe réussie entre les autorités fédérales et locales, basée sur des renseignements anonymes. À midi, la plupart de l'équipe du commandant Hayes a disparu, l'équipement chargé dans des véhicules banalisés, ne laissant aucune trace de leur présence. Frank remet méthodiquement le stand dans sa configuration normale. Wells le trouve en train de remplacer les supports de cible. « Merci », dit-il simplement. « Pourquoi? » « Selon les nouvelles, je n'ai rien à voir avec quoi que ce soit, » répond Frank. Wells sourit. « Exactement. » Alors que les derniers véhicules s'apprêtent à partir, le commandant Hayes s'approche de Frank une dernière fois. « Ce stand semble être un point central pour des activités intéressantes. Juste un endroit où les gens pratiquent leurs compétences, » dit Frank. « Certains plus spécialisés que d'autres. » Elle lui tend une carte de visite avec seulement un numéro de téléphone. Si vous remarquez quelqu'un d'autre avec des talents inhabituels, ce numéro contacte des personnes qui pourraient être intéressées. « Recrutement? » demande Frank. « Toujours, » confirme-t-elle. Les bonnes personnes sont difficiles à trouver et encore plus à reconnaître. Alors qu'elle s'éloigne, Frank l'appelle. « Commandant, tout ceci était-il réel? L'arrestation, le tribunal? Ou était-ce toute une partie de l'opération? » Elle se retourne. « Qu'en pensez-vous? » Frank réfléchit. « Je pense que parfois, la manière la plus efficace de se cacher est de le faire en pleine lumière, créer un spectacle dont les gens se souviennent, mais pour des raisons qui détournent de la vérité. » Pour la première fois, le commandant Hayes lui adresse un sourire sincère. « Vous auriez fait un excellent opérateur vous-même, Frank. Je suis heureux de gérer le stand, » dit-il. « Quelqu'un doit être là quand des gens comme vous ont besoin d'un endroit tranquille pour s'entraîner. » 6 mois plus tard, Frank remarque une jeune femme au stand, début de la vingtaine, manipulant son fusil avec une expertise inhabituelle. Rien de tape à l'œil, mais sa technique parle d'un entraînement professionnel. Lorsqu'elle ajuste pour un tir difficile avec un vent de travers sans vérifier aucun instrument, Frank se souvient que le commandant Hayes faisait la même chose. Il l'observe pendant 1 heure alors qu'elle travaille systématiquement à différentes distances, notant ses résultats dans un petit carnet. Lorsqu'elle termine, il s'approche. Tir impressionnant. Elle acquiesce poliment. « Merci, je m'entraîne quand je peux. »« Passé militaire? » demande-t-il nonchalamment. « Équipe de tir universitaire, » répond-elle, une histoire de couverture parfaite, plausible et difficile à vérifier. Frank acquiesce, jouant le jeu. « Vous êtes la bienvenue ici quand vous voulez. Nous accueillons tous les niveaux de compétences. » Alors qu'elle range son équipement, il remarque un schéma de mouvement familier, les mêmes gestes efficaces qu'il a vus chez le commandant Hayes et son équipe. Ce soir-là, après la fermeture, Frank regarde la carte de visite que le commandant Hayes lui a donnée. La jeune femme était bonne, très bonne, à maintenir sa couverture, mais pour son œil entraîné, certaines choses ne peuvent être cachées. Il compose le numéro. « Identification !» répond une voix neutre. « Au bleu, horizon immobile !» dit Frank, se rappelant la phrase d'authentification que Wells lui avait apprise. « Allez-y. J'ai rencontré quelqu'un d'intéressant aujourd'hui, » dit Frank. « Le genre de personne que vous pourriez vouloir connaître. Détail. Femme, début de la vingtaine. Tireuse experte avec des indicateurs d'entraînement inhabituels. Donne une histoire de couverture sur des équipes universitaires, mais montre des schémas de mouvement opérationnels. Une pause. Évaluation. Soit elle est l'une des vôtres en train de me tester, soit elle est quelqu'un qui devrait être sur votre radar. Nous enquêterons. Autre chose? Frank hésite. Le commandant Hayes est-elle encore active dans cette région? Une pause plus longue cette fois. Ce nom n'est pas dans notre base de données opérationnelle actuelle. Frank comprend. Bien sûr,
Juste curieux. Votre contribution est notée et appréciée. 3 jours plus tard, la jeune femme revient au stand, cette fois accompagnée d'un homme d'âge moyen avec l'allure de quelqu'un à l'aise avec l'autorité. Ils s'entraînent ensemble, leurs interactions suggérant une relation mentor-étudiant. Lorsqu'ils terminent, l'homme s'approche de Frank pendant que la femme range leur équipement. « Monsieur Sullivan », dit-il, utilisant le nom de famille de Frank bien que celui-ci ne se soit pas présenté. « Je comprends que vous avez passé un appel récemment. » Frank reste calme. « En effet. »« Bon œil », dit l'homme. « Elle est sur l'une de nos candidates en évaluation. Une partie de son test était de tirer ici sans attirer l'attention. Elle est compétente, reconnaît Frank, mais il y a des indices si vous savez quoi chercher. C'est pourquoi nous apprécions des observateurs comme vous, répond l'homme. Parfois, le talent repère le talent mieux que nos systèmes formels. La jeune femme les rejoint. Comment ai-je fait? Demande-t-elle, abandonnant la prétention. Monsieur Sullivan vous a identifié en 1 heure, lui dit l'homme. Vous devrez travailler à dissimuler vos schémas d'entraînement. Elle accepte la critique professionnellement. Qu'est-ce qui m'a trahi? Ajustement au vent sans instrument, dit Frank. Le commandant Hayes faisait la même chose. L'homme et la femme échangent un regard à la mention du nom de Hayes. Merci pour vos commentaires, dit-elle. Puis-je revenir m'entraîner? Frank acquiesce. Quand vous voulez, bien que vous devriez peut-être rater délibérément de temps en temps si vous essayez de vous fondre dans la masse. Alors qu'ils se préparent à partir, l'homme tend une enveloppe à Frank. Notre reconnaissance pour votre discrétion et votre assistance. À l'intérieur se trouve une nouvelle carte de visite, celle-ci portant un insigne en relief que Frank reconnaît comme étant celui de la Naval Special Warfare, et un numéro de téléphone différent. Nous sommes toujours à la recherche de lieux d'entraînement et d'observateurs, explique l'homme. Vous êtes intéressé par un arrangement plus formel. Frank y réfléchit. Après 15 ans à gérer le stand, peut-être est-il temps pour un nouveau défi. Je pourrais l'être, dit-il. Le commandant Hayes a parlé en bien de votre conscience situationnelle, ajoute l'homme. Cela a du poids dans notre organisation. Alors que Frank les regarde partir, il réfléchit au chemin étrange qu'a pris sa retraite, de la gestion d'un simple stand de tir à devenir une partie d'un réseau invisible qui identifie et forme les défenseurs les plus spécialisés de la nation. Il range la nouvelle carte dans son portefeuille à côté de la première. Certains servent en uniforme, à la vue de tous. D'autres servent dans l'ombre. Et certains, comme lui, se contentent de veiller, s'assurant que ces ombres restent des lieux sûrs pour le travail nécessaire. Le lendemain matin, Frank arrive au stand et trouve un colis qui l'attend. Une nouvelle lunette de repérage haut de gamme avec des capacités thermiques et un module de communication crypté. La note jointe ne contient que 3 mots. Continuez à observer, Frank. Il reconnaît immédiatement l'écriture. Le commandant Hayes a peut-être poursuivi vers de nouvelles opérations, de nouvelles identités, de nouvelles missions, mais son héritage perdure ici, dans ce petit coin du Maine, où des gens d'apparence ordinaire, avec des compétences extraordinaires, peuvent pratiquer leur art à l'abri des regards curieux. Frank installe le nouvel équipement, comprenant son véritable objectif. Il ne gère plus seulement un stand de tir. Il maintient un point de passage dans un réseau caché, un endroit où ceux qui opèrent dans l'obscurité peuvent trouver un moment de sécurité à la lumière. Et si d'autres jeunes tireurs, avec une technique trop parfaite et des histoires de couverture trop banales apparaissent, il saura exactement quoi faire. Parce que certains d'entre eux sont toujours là. Vous ne les voyez simplement pas, sauf si vous savez comment regarder.